Bienvenue dans ce nouveau numéro de Saga avec aujourd'hui encore des histoires surprenantes, des destins de stars. Salut Clara. Salut Stéphane, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saga consacrée aux enfants stars. Elles sont chanteuses, actrices et ont commencé leur carrière à l'âge où généralement on doit encore aller à l'école. Elles vivent encore aujourd'hui une vie hors du commun. Oui, mais le plus difficile, Clara, quand on commence jeune, très jeune, c'est de rester au top le plus longtemps possible. Et là, c'est un peu plus compliqué. Vous allez voir d'ailleurs que certaines tentent de revenir sur le devant de la scène et ce n'est pas toujours évident. Nous allons vous raconter le destin de 4 célébrités qui ne regrettent rien. Saga vous emmène au pays des enfants stars. Voici le sommaire. À 15 ans, son taxi a embarqué l'Hexagone. Vanessa était déjà un ovni, de ces stars qui marquent leur temps. Elle a un truc que les autres n'ont pas et qu'il ne faut surtout pas comparer parce que la personnalité, c'est quand on arrête les comparaisons. Or, on ne la compare pas à quelqu'un d'autre. Vanessa Paradis, c'est Vanessa Paradis. Et ça, c'est pour moi les critères essentiels de la réussite. Vanessa, l'icône française numéro 1, a tout connu. La gloire, les sifflets, le grand amour. Aujourd'hui, la saga vous propose un document unique à la gloire de Vanessa, Fleur de Paradis. Elle me rend heureux. Elle me rend plus heureux que n'importe qui. Son visage ne vous dit pas grand-chose de prime abord, mais vous la connaissez tous. Pendant près d'une décennie, Alison Argrim a incarné Nellie Olson, la méchante dans La petite maison dans la prairie. Vous avez tous une Nellie Olson dans votre vie. Une personne qui vous rend dingue, que vous ne supportez pas. Une fillette qu'on adore détester. Pourtant, derrière le masque, Alison est une femme drôle, douce et tendre qui a surmonté l'insupportable. En exclusivité, elle raconte pour la saga comment le rôle de Nellie a sauvé sa vie. Nellie Olson m'a sauvé la vie. Ça paraît absurde, mais c'est vrai. Elle a embrassé la gloire comme d'autres rentrent en 6e. Britney était l'enfant chéri de l'Amérique, le canon bambin made in USA. Et puis tout a basculé. Au début, c'est dingue. Les premières années, tu te dis que tu es une star. Les premières fois qu'on te demande un autographe, tu planes. Je suis célèbre. Aujourd'hui, et après des années de doute, la Womanizer est de retour. L'occasion pour la saga de dresser son portrait à coups d'images exclusives, de tubes imparables et de répliques cultes. Priscilla fait partie des enfants stars français qui n'ont pas sombré avec leur single, bien que leur jeunesse fut vraiment différente. C'était un peu le petit bébé, mais un bébé avec quand même pas mal d'énergie. En 2013, Priscilla devient femme, la muse de Benjamin Biolay. Pour la saga, ses proches ont accepté de revenir sur son parcours et de raconter la formidable histoire d'une gamine en passe de réaliser ses rêves. Pour moi, c'est une évidence que la petite Priscilla est devenue grande et elle va le faire savoir très vite, quoi. Vanessa Paradis, divine idole. Alison Argrim, le destin de Nellie Olson. Britney Spears, enfin femme. Et Priscilla, une femme enfant. C'est le sommaire de la saga cette semaine. Et c'est tout de suite. Mais débutons par le parcours exceptionnel d'une icône. Elle incarne la réussite à la française. Nous allons parler de la très belle Vanessa Paradis. Découverte grâce à son tube Joe le taxi, ça faisait comment? C'est sa vie, le taxi, c'est sa vie. Exactement. Elle est devenue l'une des actrices les plus cotées du cinéma français et fait rêver le public aussi, c'est vrai, par sa vie privée. Sa vie privée, parlons-en justement, puisque l'année dernière fut une année noire pour elle. Elle a en effet officialisé sa séparation avec Johnny Depp, un rêve qui se brise. Saga revient sur ce parcours digne des plus beaux contes de fées. Regardez. Paris, novembre 2012. Cette semaine, la saga vous emmène sur les traces d'une icône, une vraie. Son destin est unique, c'est Vanessa Paradis. Star française au rayonnement international, ambassadrice de premier plan, Paradis est hors norme. Elle a un truc que les autres n'ont pas et qu'il ne faut surtout pas comparer parce que la personnalité, c'est quand on arrête les comparaisons. Or, on ne la compare pas à quelqu'un d'autre. Vanessa Paradis, c'est Vanessa Paradis. Et ça, c'est pour moi les critères essentiels de la réussite. Vanessa Paradis, unique, objet de toutes les attentions.
Pour percer son secret, nous avons exhumé des images venues du monde entier. D'entretiens exclusifs en rencontres inédites, nous faisons le point sur 30 ans d'une carrière phénoménale, celle de la plus grande vedette Made in France. 2012-2013, ça va être 2 années très importantes. Sentimentalement, on l'a vu, on sait pourquoi en 2012. 2013 pour tous les projets professionnels qu'elle a initiés, qu'elle a lancés. Donc c'est vraiment, effectivement, 2 années capitales. Au-delà du fait qu'elle va passer la quarantaine, elle se lance dans des nouveaux défis, en musique comme au cinéma. De nouveaux défis et une légende à entretenir. Entre histoires d'amour mythiques et chansons à succès, retour sur une aventure digne des contes de fées féeriques dont rêvent les petites filles. Vanessa Paradis, c'est l'histoire d'une ado qui a fait un tube et ça aurait pu s'arrêter là. Elle, ça a été le début. Incontestablement, c'est une icône. Elle dure, c'est quelqu'un qui traverse les époques et qui traverse les décennies. Elle est encore là aujourd'hui, donc ça veut dire quelque chose. Elle a su à chaque fois rebondir, et elle a su à chaque fois revenir toujours plus fort. Elle sait travailler avec les bonnes personnes, comme Mathieu Chédid. Voilà, elle est sans arrêt, elle représente quelque chose pour toute une génération. Culte et chic, divine et secrète, c'est la saga Vanessa. Avril 1987. La France s'enthousiasme pour une adolescente qui danse dans un sweat couleur saumon. Le single s'appelle Joe Taxi et marque le début d'une saga extraordinaire. 3 millions de copies vendues, un succès colossal. Catherine Schwab est une journaliste de renom. Pour la saga, cette spécialiste de l'histoire des célébrités se souvient de l'adolescente à ses débuts, Vanessa à l'origine. Elle avait une voix particulièrement sexy et en même temps Lolita, petite fille, parce qu'à peine sortie de l'adolescence, et donc évidemment ça marchait en photo, en son, en histoire. Donc elle a été un phénomène médiatique énorme. L'enfance de l'art, un moment de grâce, qui va pourtant être éphémère. Vanessa, à peine star, et déjà des milliers de polémiques. Si la jeune femme flatte les ventes, la France aime faire tomber ses idoles. Paradis va passer dès ses débuts du beau fixe à la tempête. Elle a été vedettarisée, invitée partout, on voyait des photos d'elle partout, on a discuté le phénomène Vanessa Paradis, on a parlé d'excès, de faire travailler une petite fille, de la transformer en espèce de mime de célébrité adulte. Elle s'est fait critiquer à l'école, attaquer même, agresser physiquement. Le lycée Pablo Picasso à Fontenay-sous-Bois. L'incarnation géographique d'un drame que nul ne soupçonne. L'ado-star y est jetée en pâture. Pour la plupart, ce lycée est un lieu de retrouvailles entre amis, théâtre des premiers flirts. Pour Vanessa, c'est un zoo au sein duquel elle est scrutée, humiliée, injuriée. Déjà la célébrité comme un fardeau, Vanessa est différente. On lui crachait dessus, elle était devenue une bête noire, un repoussoir, c'était atroce. Une tête de turc. Et le phénomène va trouver son écho dans la surenchère de l'époque. Les enfants stars sont à la mode. 2 d'entre elles vont s'affronter dans un ersatz de jeu du cirque. Elles ont le même âge, mais ne se ressemblent pas. 87, c'est culturel, la France est coupée en deux, entre les fans de Vanessa, charnelle et érotique, et ceux d'Elsa, la petite fille modèle. Elsa était beaucoup moins sulfureuse. Elsa, c'était un petit ange naïf et candide qui ne générait pas ce côté ambigu que Vanessa Paradis avait et dans la voix et dans le style. On se souvient que quand elle chantait, elle déhanchait, elle avait ses cheveux qui étaient hyper sexy, elle savait très bien se maquiller à ses 14 ans. Donc elle avait vraiment quelque chose de sulfureux qui devait générer une curiosité bien plus grande. Elle a été en tête des ventes en France pendant des semaines et des semaines. Voilà. C'est bien entendu Vanessa Paradis pour Joe the Taxi. Cannes, le 27 janvier 1988. Un moment de honte.
Ce soir-là, Vanessa va chanter son tube devant tous les professionnels de la musique. Elle a à peine 15 ans et va subir une épreuve qui va la marquer au fer rouge. Ce soir-là, le métier la siffle. Une humiliation, pourtant un acte fondateur. Plusieurs années après, Vanessa était revenue sur cet instant paradoxal, cet instant vécu, entre la fierté d'avoir fait un tube et la rudesse d'une opinion publique versatile. Oui, c'était douloureux, mais c'était un passage pas facile à vivre, comme de toute façon l'adolescence de pratiquement tout le monde. C'est pas le passage préféré de notre vie. Donc en plus, quand il est vécu en public et qu'on vous apprécie pas, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la construction de soi. Mais heureusement, c'est passé vite. Vanessa Paradis. Paris, le 3 février 1990. Les victoires de la musique. Le couronnement de Vanessa, sacrée meilleure interprète féminine devant Elsa. Après les sifflets du Midem, viennent les applaudissements de la profession. La roue a tourné. Je veux dire plein de merci encore. Sur ces images, la complicité entre Serge Gainsbourg et Vanessa est visible. Depuis quelques mois, Gainsbourg a décidé de la prendre sous son aile et lui écrit un album. L'enfant haï des Français est devenue la muse de son plus grand artiste. Comme l'ont été avant elle, Bardot, Burkin, France Gall, Deneuve, Adjani. Il n'était pas étonnant que Gainsbourg écrive pour Vanessa Paradis. C'est évident que le personnage Vanessa Paradis devait tout de suite intéresser Gainsbourg, même stimuler son inspiration. Et d'ailleurs, il lui a fait un album absolument magnifique. Il a compris tout de suite le bénéfice à tirer de ce côté mi-Lolita, tout de même volontaire, un peu grunge. Donc il a vraiment réussi à la mettre sur les rails de son personnage. Un mentor prometteur, un talent reconnu, la gloire pour Vanessa. Conséquence inévitable, sa vie personnelle est scrutée. Dans ce domaine aussi, ses choix seront observés à la loupe. Après avoir été la bête noire des lycéens, elle devient la proie des paparazzis. La traque continue. Sophie Gachet est reporter pour un grand magazine féminin. Elle se souvient des années Paradis-Pagny. Le couple Vanessa Paradis et Florent Pagny, oui, je m'en rappelle bien d'eux ensemble à cette époque-là. Lui, il était quand même beaucoup plus âgé qu'elle, presque 10 ans, je crois. Et alors, il l'a fait rentrer avec lui, elle est passée de la lycéenne à l'adulte. C'est là qu'il y a eu vraiment ce chemin-là, parce que s'est installé très vite avec lui. Ils habitaient ensemble, ils sortaient, lui, il avait tous ses copains, sa bande de motards à Perfecto, où ils allaient au bain-douche ou je ne sais où. Et voilà, c'est là qu'elle a quand même clairement quitté le monde des lycéens, des jeunes personnes de son âge. Et la passion populaire autour de ce couple va intensifier le phénomène. Vanessa alimente la machine à scandale. C'était un couple très mignon, qui avait un peu des problèmes avec la presse, d'où la chanson qu'il a lui-même écrite, Presse qui roule. Vanessa Paradis, vedette sous contrôle. La jeune fille va vite s'émanciper. Un album et une romance qui vont faire le tour du monde. 1992, Vanessa est recomposée par Lenny Kravitz. Et si leur relation, d'abord professionnelle, va vite faire place à un amour torride, le succès, lui, sera planétaire. Avec Lenny Kravitz, Vanessa Paradis confirme qu'elle fait les bons choix, qu'elle ne se trompe pas dans la qualité de ses partenaires. Lenny Kravitz est un musicien indiscuté, donc on se dit, mais cette fille a vraiment un œil, une intuition juste. Et le couple avec Lenny Kravitz, c'était la passion intercontinentale. Elle valorisait la France, d'une certaine manière, à réussir à séduire un Américain de talent. Vanessa, Lenny, les années bohèmes. À Paris, ils sont chez eux. Leur quartier, le Marais. Ils inventent un art de vivre, le hippie chic. Et les murs du quartier se souviennent encore de leur union. Le premier artiste qui est venu justement, c'est Vanessa Paradis, qui est venu il y a une vingtaine d'années avec Lenny Kravitz, parce qu'avant ils étaient en couple.
puis ils habitaient dans le Marais et tout ça. C'est toujours un plaisir de la recevoir. C'est une personnalité que j'apprécie beaucoup, toujours souriante, un vrai rayon de soleil quand on la voit venir, quoi. Paris, dans les années 90. Le champ d'expression d'une vraie star en devenir, car Vanessa est sur le point de devenir une idole. On s'est connu quand on s'est reconnu. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé. Cannes, 17 mai 1995. La cérémonie d'ouverture, un instant magique. Vanessa chante avec Jeanne Moreau et passe dans une autre dimension, celle des idoles, celle des légendes. Le moment est magique. Jean-Félix Lalanne jouait sur scène ce soir-là. Il se souvient de la féerie ambiante. Ça a été calculé pour que vraiment la surprise soit parfaite pour Jeanne Moreau, mais jamais on n'aurait pensé, et Vanessa non plus d'ailleurs, que ça puisse aller aussi loin en termes d'impact sur les gens. Juste avant de monter sur scène, Vanessa était plutôt nerveuse. J'avais Vanessa d'un côté et Jeanne de l'autre, et je sentais, au fur et à mesure où ils se rapprochaient, j'avais l'impression d'avoir deux ventilateurs contraires qui arrivaient près de moi. Et en même temps, je sentais la vibration de la salle. C'est-à-dire que j'étais dans une espèce de cocotte minute super chargée en émotions de partout. C'est vraiment magique et c'est pas toujours comme ça. Laurent Veil, lui aussi a vécu ce moment en direct. Chroniqueur phare du cinéma français, il assistait à ce tournant, le jour où Vanessa est devenue Paradis. C'est l'un des plus beaux moments du Festival de Cannes. Il y avait comme un passage de relais, quoi, de flambeau. C'est Jeanne Moreau, une énorme actrice française, qui tout d'un coup, tendant la main, mais avec un amour, enfin ça se voyait, ça se lisait, quoi, entre les deux. Il y avait une espèce de respect hallucinant. Le temps s'est arrêté, il y a eu un silence absolu. Il y a eu la rencontre de ces deux femmes, parce que tout d'un coup, Vanessa Paradis devenait femme. Elle sortait de l'adolescence, mais tout d'un coup, ça la posait femme. On sent une Vanessa très fragile et elle assure, mais un maximum, quoi, comme dans tout ce qu'elle fait, elle assure, elle assure, elle assure. Après ce triomphe, Vanessa enchaînera au cinéma, une carrière parallèle qu'elle avait entamée jeune. L'arnaqueur, Elisa, Vanessa est incontestable. Une réussite que Cannes a sacralisée ce jour-là. Cannes 1995, où les années Paradis, plus rien ne sera pareil. En 10 ans, l'adolescente maladroite s'est inscrite au firmament, et ce n'est qu'un début. Paris, juin 1998. La vie de Vanessa va basculer grâce à une rencontre. Il est également acteur, et lui aussi est un enfant star. Il s'appelle Johnny Depp. Elle le croise dans un bar. Avec Johnny Depp, ça s'est passé à Paris et je crois que c'est Johnny qui le raconte. Il l'a vu de dos. Elle le connaissait, elle l'avait repéré. Alors peut-être qu'elle montrait favorablement sa chute de rein. On ne saura jamais. Ils ont passé la nuit à discuter et le feu d'artifice s'est produit très vite. Et voilà, ça a été vraiment un coup de foudre. Fabrice Argelas est rédacteur en chef d'un magazine People. Johnny et Vanessa, c'est une histoire qu'il maîtrise. Il nous raconte cette rencontre qui a bougé les lignes, ce couple qui va défrayer la chronique, superstars qui vont lier leur vie. À l'époque, Johnny Depp sort d'une histoire avec Kate Moss. C'était l'image d'un bad boy, clairement. Les chambres d'hôtel fracassées, les ruptures, l'alcool. On est vraiment dans les années très très rock'n'roll de Johnny Depp. Et tout le monde se demande à quelle sauce la petite Frenchie va être mangée en étant avec lui. Ouais. Quand elle s'installe à Los Angeles avec Johnny, très vite elle a une petite fille, donc elle s'occupe de l'éducation de sa fille Lily Rose. On sait que Vanessa Paradis avec ses enfants est une maman très prévenante, très attentive, très à l'écoute. Ils essayent d'avoir une vie à peu près normale, même s'ils vivent dans un manoir de 27 pièces avec tous les moyens. Plus tard, ils vont même s'acheter une île, ils vont s'acheter des maisons un peu partout. Ce qu'on pensait être une histoire qui n'allait pas durer, finalement, va durer très longtemps, puisque ça va durer 14 ans entre eux. Un couple star qui dure, 14 ans d'amour vécu loin des regards. Vanessa et Johnny, une incarnation du mot culte. Elle est avec celui qui est élu l'homme le plus beau du monde à l'époque, même encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est un couple qui intéresse énormément et qui passionne et qui attire tout de suite et qui cristallise les passions autour de leur histoire. Vanessa Paradis devient un mythe intercontinental parce qu'elle est avec une des plus grandes stars américaine et en même temps elle reste une icône très très importante pour les Français. Ils ont un label de Wonder Couple, comme on dit.
histoire de roman, un rêve. Nous avons retrouvé une interview datant de 2004. Pour la saga, Johnny Depp parlait alors de sa moitié, sa femme, la mère de ses enfants, mais surtout sa complice. Je rêve que je te fais tout Vous savez, on est très proches. On a 2 enfants merveilleux. On est parents. Elle est ma meilleure amie. Elle a un don très particulier en tant qu'être humain. Elle est très généreuse, très attentionnée. Elle me rend heureux. Elle me rend plus heureux que n'importe qui d'autre. Vanessa et Johnny, un couple magique, magnifique, et une histoire fantasmagorique. Presque 2 décennies, un record, jusqu'à leur séparation en juin 2012. Depuis quelque temps, ça va pas bien. Déjà, on n'a plus de photos d'eux ensemble. La dernière apparition publique date de 2010 à Cannes. On sait qu'ils font des choses séparément. Et puis, il y a des rumeurs régulièrement qui reviennent sur des liaisons. Jusqu'à la dernière avec une actrice, Amber Heard. Et ça met un petit peu le feu aux poudres jusqu'à ce que la séparation officielle n'intervienne par le biais d'un communiqué de presse de leur agent au mois de juin 2012. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Johnny aurait acheté une maison à Vanessa Paradis à Los Angeles de plusieurs millions de dollars. Comme ça, elle peut rester proche des enfants qui sont restés scolarisés là-bas aux États-Unis. Donc, ils sont pas très très loin. Ça reste pratique. Maintenant, on sait aussi qu'elle a une vie à Paris, qu'elle a une maison, un appartement à Paris. Et on pense qu'elle se partage entre les deux. Il y a en plus ses tournages, puisqu'elle a repris le cinéma. Elle tourne sous la direction de John Turturro, un film avec Woody Allen, avec Sharon Stone. Donc, un très joli casting. Ça se passe à New York, donc elle est un peu entre Los Angeles, New York et Paris. C'est un peu ça sa vie d'aujourd'hui. Los Angeles pour être avec ses enfants, et puis après Paris et New York pour ses projets professionnels. Vanessa Paradis, célibataire, 40 ans. 15 ans de carrière, une vie de roman. Et le 21e siècle pour Horizon. Je pense que c'est une bonne période pour elle quand même. Elle a justement ce film qu'elle tourne aux États-Unis. En musique maintenant, elle est quand même. Je crois qu'elle a fait un duo avec Benjamin Biolay, donc elle est vraiment bien installée dans la chanson française maintenant avec M aussi, qui est son acolyte, avec qui elle a fait des superbes choses. Sa carrière connaît un boom. Elle n'abandonne pas la chanson parce qu'elle sort un album. Donc je pense qu'elle n'est pas déprimée parce qu'elle va fêter 40 ans du tout. Elle a véritablement un boulevard qui s'ouvre à elle. Elle est plutôt très détendue sur les photos qu'on voit, de ce qu'on nous en raconte. C'est plutôt quelqu'un qui est bien dans ses baskets et qui va mener tout ça de front sans aucun problème. Ouais. Conclusion et mot de la fin, laissez un esthète. Karl Lagerfeld dirige une grande marque de haute couture dont Vanessa est l'égérie depuis 1991. Entre le créateur et sa muse, une très belle relation s'est créée au fil des années. Il perçoit Vanessa mieux que personne. Moi, je la préfère aujourd'hui. Elle était bien à l'époque, mais les côtés petite fille pour monsieur d'un certain âge, c'est moins mon trip. C'était bien, elle était ravissante, la voix était très particulière quand même. Et moi, je trouve que c'était aussi une très 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 bonne actrice. Mais à l'époque, je trouve, elle n'était pas encore épanouie et vraiment la personne et la personnalité qu'elle est aujourd'hui. Le terme icône caractérise des images fortes, des personnalités à part, des stars qu'on n'oubliera pas. Vanessa est de cela et l'a toujours su. Membre d'une fratrie d'incontournables dont l'histoire, le ton et le style s'imposent d'eux-mêmes. Dès le départ, dès l'origine. Le jour où on voudra plus de moi, on me donnera plus ces dizaines de couvertures. Simplement parce que peut-être je suis dans l'air du temps et que c'est ce que les gens ont envie de voir, envie d'acheter, j'en sais rien, mais ça, c'est pas un geste d'amour, tout ça, c'est un besoin commercial, quoi. Enfin, je me sers autant d'eux qu'ils se servent de moi. Eh ben, si ça s'arrêtait, je pourrais pas faire autrement. On peut pas forcer les choses, on peut pas forcer le destin, ça serait terrible. Parmi les destins incroyables des enfants stars,
il y a la vie très mouvementée de celle qui a commencé sa carrière toute petite à la télévision américaine, au Club Mickey. Il s'agit de Britney Spears. Successivement animatrice, puis chanteuse, les succès s'enchaînent. Elle a aussi tourné dans un film. Britney cartonne, tout lui réussit, tout, jusqu'au jour où elle vit sous l'œil des caméras du monde entier une véritable descente aux enfers. Droguée et alcoolique, son rêve s'effondre, mais Britney n'est pas seule, et c'est d'ailleurs ce qui va la sauver. Oui, c'est grâce à sa famille qu'elle réussit à remonter la pente et qu'elle revient au premier plan. Le succès est à nouveau là, album, télévision. Britney est de retour pour le plus grand bonheur de ses fans. C'est l'histoire incroyable de Britney Spears que Saga vous raconte maintenant. Regardez. Septembre 2012, Britney Spears crève l'écran. Jurée de choc dans l'émission de télévision X Factor, elle est la star du programme, un rôle qu'elle prend très à cœur. Britney Spears, une chanteuse adulée, une voix et une énergie qui ont fait d'elle la star la plus populaire de sa génération. Pur produit de l'industrie du spectacle américain, ses disques se sont écoulés par millions. La jeune femme était une incontournable de la pop musique. Pourtant, en 2007, le château de cartes s'écroule. Victime de son succès, elle est devenue la proie privilégiée des paparazzis qui la traquent inlassablement. Les crépitements des flashs n'ont plus rien de glamour. La jeune femme sombre, dépression, alcool, drogue, boulimie. La Lolita préférée de l'Amérique puritaine s'est muée en icône trash. 2012, un retour remarqué de la jeune femme sous les projecteurs. C'est par le petit écran que la star a décidé de revenir sur le devant de la scène. Souriante, amincie, elle semble aller mieux. Nous sommes allés en Californie pour en savoir plus. Le public est unanime. Britney est sur la bonne voie. Je pense qu'elle a totalement décroché. Elle est jurée sur X Factor. Elle a l'air bien. Elle a l'air en bonne santé. Ses enfants vont bien. Elle va beaucoup mieux. Je pense que Britney va revenir et s'imposer. Deux observateurs privilégiés ont accepté de décrypter en exclusivité pour la saga un parcours hors du commun. Britney, c'est une femme humaine qui est devenue star numéro 1. C'était la petite fiancée de l'Amérique. Elle est tombée très très bas, elle est revenue. Cette semaine, la saga se penche sur le destin étonnant d'une star inclassable. Comment la blondinette est-elle parvenue à une telle popularité? Pourquoi, alors qu'elle était à l'apogée de sa gloire, a-t-elle sombré? L'année 2013 confirmera-t-elle le retour de la star? Réponse dans la saga. Britney Spears. À la recherche de la nouvelle star américaine, un soir de 1991 en prime sur CBS. Cette petite fille que des millions de téléspectateurs découvrent, c'est Britney Spears. Sa reprise du tube de l'époque, Love Can Build a Bridge, impressionne l'assistance. L'Amérique est conquise. Il faut dire qu'à 10 ans, l'enfant a déjà tout d'une pro. Travailleuse acharnée, elle veut réussir et plaire au public. Britney Spears a grandi dans le sud des États-Unis, en Louisiane. Et très tôt, en fait, elle a été emportée par ce phénomène qui sont les concours pour les enfants, les concours de chant, les concours de talent, ce genre de choses. C'est quelque chose qui a marqué son enfance, qui a structuré son enfance. Petite américaine moyenne, Britney chante à l'église tous les dimanches et rêve de gloire. Même si elle finira seconde du concours, peu importe, elle a déjà marqué les esprits. Thank you, Britney. Des photos souvenirs qui évoquent mal la réalité d'une enfance star. Une enfance qui sera rythmée au son des concours, des leçons musicales, des entraînements. Un travail titanesque et un objectif en ligne de mire. La maman de Britney souhaitait sans doute devenir artiste étant plus jeune, mais le milieu dans lequel elle évoluait lui a empêché justement de devenir cette artiste. Et donc en fait, elle a vu en Britney l'artiste qu'elle n'a jamais été. Donc c'est elle vraiment qui a poussé sa fille à devenir ce qu'elle est. Britney a 11 ans quand elle intègre la troupe du Mickey Mouse Club.
L'émission préférée des teenagers fait un carton. Sous l'œil des caméras, une nouvelle vie s'ouvre à elle. Quand elle a commencé dans le Mickey Mouse Club, elle s'est exilée avec sa mère à Los Angeles. Elle faisait de la promotion, faisait le tour des États-Unis, elle faisait des télés, elle décrochait des contrats publicitaires. Et en parallèle, c'est vrai qu'elle avait une éducation sur place et sa mère faisait en sorte qu'elle suive bien ses cours. Mais c'était vraiment une autre vie, une vie d'enfant star. Une enfant star loin des bancs de l'école, mais qui s'accroche à son rêve pour se hisser au sommet quelques années après. En octobre 1998, un tube planétaire envahit les ondes. Baby One More Time se vend à plus de 10 millions d'exemplaires et le monde entier craque sur cet ado aux faux airs de Lolita bien sage. La jeune première est un modèle de vertu, la grande sœur idéale pour toutes les petites filles qui veulent lui ressembler. Elle a peut-être justement le X-Factor, c'est ce petit truc en plus qui fait qu'elle avait un charisme, elle avait une volonté, c'était une excellente danseuse, c'était pas une mauvaise chanteuse, c'était une combinaison un peu de tout ça, avec un premier single qui était énorme, qui était un tube mondial, enfin même avant que ça sorte, c'était évident que c'était une énorme chanson. La star de ce début de 21e siècle. 55 millions d'albums sont vendus en moins de 3 ans. Elle devient la chanteuse la plus bankable du moment. Celle que la presse surnomme la princesse de la pop fait vibrer les adolescents aux 4 coins du monde. Ça a été une aventure formidable cette dernière année. Au début, c'est dingue. Les premières années, tu te dis que tu es une star. Les premières fois qu'on te demande un autographe, tu planes. Je suis célèbre. À tout juste 20 ans, la jeune femme a un CV long comme le bras et des millions sur son compte en banque. Une idole au firmament. Pourtant... Britney Spears et Kevin Federline se sont finalement séparés. Ça s'est passé par texto. En effet, le futur ex-Mr. Spears a appris cette nouvelle par SMS. 2006, le divorce d'avec le père de ses enfants, Kevin Federline, est prononcé. Un échec sentimental que la jeune femme va très mal supporter et qui constitue l'amorce d'une longue descente aux enfers. Un mariage raté auquel s'ajoute une surmédiatisation. La jeune femme est traquée sans relâche par les paparazzi. Sa vie privée et ses histoires de cœur sont étalées en première page des tabloïds. Le rêve de célébrité a viré au cauchemar. J'ai travaillé pendant 6 ans. Je rentrais chez moi et je voulais juste tout arrêter. La trash girl a supplanté la jeune première. Britney n'est plus une petite fille modèle, le symbole de réussite gravé dans la conscience collective. Alcool et drogue font désormais partie du quotidien de la jeune femme. Le mythe s'effondre. On peut parler de crise d'adolescence à retardement, mais dans un milieu comme celui-là, avec tous les excès qui vont avec l'alcool, avec la drogue, avec toutes les tentations, avec tous les gens qui se servent des artistes, c'était un très mauvais moment et un très mauvais contexte pour faire une crise d'adolescence. Une descente aux enfers abyssale. En février 2007, poussée à bout et sans repère, Britney se rend dans un salon de coiffure et se rase le crâne devant une horde de paparazzi. L'image d'une jeune fille en détresse qui va faire le tour du monde. On a appris que Britney Spears a été repérée chez un tatoueur local et qu'elle s'est fait raser la tête. Son comportement récent pose la question. Est-ce que Britney Spears a perdu la tête ? J'étais au fond du gouffre. Les gens pensaient que j'étais folle, alors que des gens se rasent le crâne tous les jours. Je traversais une phase difficile et j'avais besoin de m'émanciper.
Le psy dira obligatoirement que voilà, le fait de vouloir se raser sa belle chevelure blonde, c'est de vouloir repartir à zéro. C'était à l'époque où elle avait des problèmes avec la justice, dans la mesure où on allait lui enlever la garde de ses enfants qu'elle a eu avec Kevin. Et c'est peut-être l'hypothèse la plus probable, c'est que le fait de se raser les cheveux enlève toute trace de drogue. Et comme elle prenait pas mal de drogue à cette époque, au moins il ne pouvait pas y avoir de test et elle pouvait être protégée. Dans les rues de LA, la foule se souvient encore de ce symbole d'une chute sans fin. C'était un combat sans fin avec son ex-mari. Et ensuite, il y a eu tout le scandale avec son gamin. Il y avait toute cette curiosité malsaine autour d'elle. Et je pense qu'elle n'avait pas de famille stable pour l'épauler. Elle faisait n'importe quoi. Sa mère sortait un livre à propos d'elle. Je pense qu'elle était seule au monde, sans aucun soutien. Elle faisait n'importe quoi. Elle a perdu pied. Et les médias en ont profité. Elle était dans l'œil du cyclone. It's Britney, bitch. Every time they turn the lights down, just wanna throw that extra mile for you. Les MTV Music Awards, le climax de plusieurs années de déboire. Surcharge pondérale et souffle court, c'est une superstar méconnaissable qui apparaît aux yeux des Américains. Britney chante en playback, sa prestation est catastrophique. C'est le coup de grâce pour la star déchue. MTV donc, voulait présenter le comeback de Britney. On parlait d'une prestation incroyable avec un magicien, avec des effets spéciaux. Donc tout le monde était vraiment en attente. Et les jours qui ont précédé la prestation, on a eu des rumeurs comme quoi Britney ne venait pas aux répétitions, Britney était en retard, Britney n'était pas en état de répéter. Et ça s'est terminé avec cette prestation catastrophique dont on parle encore aujourd'hui. Je me suis fait couper les cheveux, oui. Je suis à fond. Je lui prépare un bon petit déjeuner. Janvier 2008, un père au chevet de sa fille. Après 2 ans de déboire, la chanteuse se reconstruit lentement. Une star sous influence, et si la spirale est positive, la méthode est militaire. James Spears n'est pas connu pour sa flexibilité. Le fait de la mettre sous tutelle, c'était vraiment un tout. En fait, elle était incapable de faire quoi que ce soit, donc il fallait qu'elle prenne soin d'elle, un peu de sa carrière aussi, parce qu'il faut, pour tous les gens qui sont autour d'elle, qu'elle gagne de l'argent. Et effectivement, il valait mieux gérer sa fortune, parce que dans ces cas-là, on ne sait pas trop de quoi elle était capable. Vu qu'il y a eu ces mariages, enfin des relations un peu pas forcément bonnes pour elle, c'était mieux pour elle, en tout cas c'est le juge qui en a décidé ainsi, que quelqu'un surveille sa vie et aussi ses finances. Assistée, accompagnée dans chaque mouvement du quotidien, Britney découvre sur le tard la rigueur de la cellule familiale. Un mal pour un bien, ces dérapages, outre leur dangerosité, l'éloignaient peu à peu de son destin. C'est vraiment très important pour elle. Elle prépare son comeback. Le prochain trophée va au meilleur clip pour une artiste féminine. Quand j'y repense, je ne comprends même pas comment j'ai pu revenir. Et le gagnant du meilleur clip pour une artiste féminine est... Quand j'y repense, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Un comeback comme un symbole. 12 mois après l'humiliation des Emmy Awards, Britney est de retour sur la scène de son cauchemar. Ce soir-là, les prix pleuvent. Ce soir-là, le clan respire. Britney is back. Le monde du showbiz prête allégeance. Elle est à la fois fragile, vulnérable, et j'ai envie d'être une mère pour elle. Je me reconnais en elle sur bon nombre de points.
Consécration ultime, Madonna, son modèle de toujours, lui remet le pied à l'étrier en l'invitant quelques semaines plus tard à chanter à ses côtés lors d'un concert à New York. Britney est redevenue bankable après des années de chute et en une seule soirée. James Spears a sauvé le soldat Britney. J'ai choisi d'être une meilleure personne. Je suis quelqu'un de positif et je ne veux pas être aigri. Je me sens mal quand je me lève le matin, mais je me force à être bien. Il aura fallu qu'elle apprenne à vivre comme une enfant pour se comporter en adulte. Jamais la jeune femme n'aura été aussi clairvoyante face caméra. Les années de galère ont accouché d'une Spears mature. Est-ce que Britney va beaucoup mieux, surtout au moment de son grand retour? À mon avis, non. On voyait bien qu'elle était encore fragile, et elle est encore fragile. Fragilisée, Britney reste néanmoins une star sous contrôle. Marquée au fer de la dépression, des dépendances et soumise à de nombreux parafeux, la justice la marque de près. Son père et son nouveau fiancé, Jason Trawick, surveillent ses moindres mouvements. Le temps des folies est passé. Ma vie est trop sous contrôle. Il n'y a plus d'excitation, de passion. C'est juste une kermesse au quotidien. Un quotidien vécu à la lumière du briquet lorsque les projecteurs s'éteignent. Le prix à payer pour revenir en haut de l'affiche. Conséquence, Britney a perdu du terrain dans la course au trash sans merci que se livrent Gaga et Rihanna, les nouvelles sulfureuses. C'est en pop star classique que Britney se décline désormais. Et ça marche. Preuve qu'elle est une chanteuse. Une vraie. Britney, le talent régénéré. Ces tubes ont marqué des générations. Ses apparitions dans X Factor sont déjà passées à la postérité. Britney ne peut pas s'éteindre. Je pense qu'il faut que tu t'entraînes. Tu as besoin d'un vrai prof de chant. Et après, c'est moi le méchant dans l'histoire. C'est un retour réussi. Déjà, elle a toute la profession qui lui a envoyé des petits tweets juste avant, que ce soit Madonna, Lady Gaga, etc., et qui l'ont soutenue. Faut pas oublier que c'est pas une machine de guerre. C'est pas une Madonna, c'est pas une carriériste. Britney, c'est une femme humaine qui a voulu faire de la musique, qui a voulu en faire son métier, qui est devenue star numéro 1 à son époque, et qui reste très fragile. Et je pense que le public a beaucoup d'affection pour elle, lui a pardonné beaucoup ses faux pas, lui a pardonné plein de choses. Restera l'artiste, l'humaine, l'incontournable. Britney Spears, star forever. C'est une star qui, de toute façon, a déjà marqué l'histoire de la musique. Ça fera un peu sourire certains sans doute, mais elle a des tubes qui sont rentrés vraiment dans l'histoire. Elle a Baby One More Time, elle a Toxic, elle en a plein d'autres dont on se souviendra encore pendant longtemps. Elle a que 30 ans, Britney. On a l'impression que depuis le temps qu'on vit avec elle, elle aurait l'âge de Madonna, mais non, elle a que 30 ans, donc 30 ans, 40 ans, 50 ans, elle a encore des belles années devant elle. Et si vous êtes fan, sachez que Britney s'est remise au travail pour sortir cette année un nouvel album avec une tournée internationale qui suivra. C'est maintenant le témoignage exclusif d'une autre enfant star que vous allez découvrir. On garde tous en mémoire le personnage de la jolie Nellie Olson, la méchante de La Petite Maison dans la Prairie. Interprétée par Alison Arngrim, la vie de la comédienne commence plutôt bien jusqu'au jour où un drame va bouleverser sa vie. Oui, derrière le masque parfait de l'actrice se cache en fait une femme blessée, violée même. Elle s'est confiée aux équipes de Saga et témoigne aujourd'hui à cœur ouvert. Octobre dernier, sous le soleil, la saga est partie sur les traces d'une enfant star américaine. Elle s'appelle Alison Arngrim.
Elle sillonne les routes de France avec un spectacle qui cartonne. À Goderville, une commune de Normandie, 400 personnes sont venues applaudir l'héroïne de leur enfance, celle qui a bercé leur quotidien pendant près de 30 ans. Elle y raconte les souvenirs du rôle qui a marqué sa vie, les dessous d'un des plus grands succès de série télé, La Petite Maison dans la Prairie. You bitch! En français, gas! La Petite Maison dans la Prairie, un classique. Alison y campait la méchante, l'héroïne négative d'un show dans lequel tous se retrouvent. Tout le monde a une Nellie Olson dans sa vie. Vous avez tous une Nellie Olson dans votre vie. Une personne qui vous rend dingue, que vous ne supportez pas. Tout le monde en connaît une. Donc quand vous regardez la série, vous vous dites « Ah, ça me rappelle quand elle m'a pris ». Et vous créez un lien émotionnel avec la série. Nellie Olson, un personnage tatoué à même la peau. Et derrière le masque, une femme aux antipodes de son caractère. Alison Argreen est une héroïne blessée, drôle et sensible, animée par une force vive hors du commun. C'était mon destin. C'était le rôle parfait pour moi. J'ai pu vaincre toutes les méchancetés grâce à ma colère et ma rage. J'ai pu devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était en sécurité. Pour la saga, ses proches nous ont livré leur ressenti sur ce personnage exceptionnel. Une femme debout, qui rit de tout, malgré les épreuves. Elle me fait tout le temps rire. Elle est si vive d'esprit. Je m'éclate à chaque fois qu'elle sort une blague. Elle voit le monde de manière complètement différente. Elle a une vraie force de personnalité. C'est impressionnant qu'elle réussisse à ce point à voir toutes les situations négatives en positif. C'est juste hallucinant. Aujourd'hui, la saga révèle l'incroyable histoire d'une gentille sauvée par un rôle de méchante. Alison Arngrim, le rôle de sa vie. Un document exclusif dans la saga. Septembre 2012. En pleine campagne normande, nous retrouvons Alison Arngrim. C'est ici qu'a lieu son prochain spectacle sous les dessous du feuilleton qui l'a rendu célèbre, La Petite Maison dans la Prairie. Pour la saga, Alison se souvient de sa première audition pour le rôle de Nellie Olson, la peste du village. Face au célèbre producteur Michael London, elle a livré une prestation à contre-emploi qui a fait fureur. J'ai lu la scène et Michael London et les autres producteurs, comment vous dites, ils étaient morts de rire. Ils ont éclaté de rire, ils ne s'arrêtaient plus. Je me suis dit que j'avais dû dire une bêtise. Voulez-vous que je recommence? Non, non, c'est génial. Oui, tu gagnes le rôle de Nellie, immédiatement. Et je sais pas, peut-être que c'est un compliment. Ils sont faits alors. Il n'arrive pas à payer les dettes qu'il a chez nous. Oui. Il n'a aucun travail correct en plus de ça. Il ne sait que creuser dans la boue et nettoyer les besoins des chevaux. Mon père travaille très dur. Oui, comme une mule. Un modèle de cruauté. Alison incarne à merveille la parfaite petite garce, méprisante et égocentrique, et pire cauchemar de Laura Ingalls, alias Melissa Gilbert. Pourtant, une fois les projecteurs éteints, l'ambiance qui règne sur le plateau de tournage est quasi familiale. De 12 à 19 ans, Alison vit une aventure humaine unique qui la marquera pour toute sa vie. On était liés parce qu'on était si proches pendant si longtemps. On a littéralement grandi ensemble. Ce n'est pas comme d'autres séries télé. La Petite Maison dans la Prairie n'était pas comme les autres séries à Hollywood. C'était complètement différent. On s'est tellement bien entendus. Et il y avait une telle chimie entre Melissa Gilbert et moi, entre Catherine McGregor, ma mère et mon père. À Los Angeles, nous sommes partis sur les traces du feuilleton à succès. Les épisodes étaient tournés dans les décors de rêve de la Simi Valley et les studios de la Paramount. Véritable phénomène populaire dans les années 70 et 80, la série a battu des records d'audience et est aujourd'hui l'une des plus rediffusées dans le monde. Pour la saga, nous avons retrouvé Rachel Greenbush, alias Carrie Ingalls, la petite dernière de la famille. Elle se souvient de ses premiers pas sur le plateau de la série et bien sûr de sa rencontre avec Alison. Un moment drôle, forcément.
Quand j'ai rencontré Allison pour la première fois, c'était sur le tournage de La petite maison dans la prairie. J'avais 4 ans et avec Melissa, elle venait me lire des livres. À cet âge-là, je ne pouvais pas deviner quelle allait être sa personnalité, mais je me souviens que c'était très amusant de jouer avec elle. Sur le tournage, l'atmosphère était très familiale. Mais Michael était très clair avec les jeunes acteurs. Il y avait un temps pour travailler et un temps pour jouer. Et c'était le plus gros farceur de tous. Il adorait faire des farces et mettre de l'ambiance. C'était vraiment comme une famille. Michael London, le ciment de cette grande famille. À la fois producteur, réalisateur, acteur, il créait les intrigues des personnages et prenait un plaisir particulier à écrire le rôle de Nellie. C'était un vrai petit garçon. Il disait « Alors maintenant, on va faire ça ». Il complotait, vous n'aviez pas l'impression qu'il vous donnait des ordres comme un réalisateur. « Faites ci, faites ça ». C'était plus un complice. « Alors maintenant, Nellie Olson va... » Et je crois qu'il prenait un immense plaisir à me diriger pour le rôle de Nellie. Donc j'adorais ça. Plus qu'un père, Michael est un véritable mentor pour Allison et pour tous les enfants de la série. Protecteur, il a créé un environnement sain et sécurisé, loin du star system, le pire danger pour les enfants stars. C'est difficile à vivre la célébrité. À Hollywood, les médias, c'est de la folie. Et pour un enfant, être jeté en pâture dans ce monde peut être très dur. Mais Michael London avait une très bonne influence. Il était sévère, mais on faisait notre travail et il nous traitait avec respect. Et ce n'était pas quelque chose de courant pour les enfants stars, d'être traités avec respect. Et c'est pour ça qu'aucun de nous n'est en prison aujourd'hui. Pas de prison. Pas de prison pour les enfants stars de La petite maison. Pas de prison pour la drogue. Nous allons tous très bien. Nous allons tous très bien. Drôle, volubile, Allison Arngrim semble en effet parfaitement épanouie. Et pourtant, derrière cet éternel sourire, se cache un passé d'une incroyable violence, un terrible secret qu'elle a gardé pour elle près de 30 ans. Plage de la Grande Motte à la fin de l'été. Allison a accepté de nous raconter son enfance. Née dans une famille d'acteurs, elle a grandi bien loin de l'univers calme et rassurant de La petite maison dans la prairie. Je suis née à New York, mais j'ai grandi pile poil à Hollywood. Et c'était vraiment très Hollywood. C'était un environnement complètement dingue. Ma famille était dans le show business et mes parents se sont d'ailleurs rencontrés au théâtre au Canada. Ma famille vient du Canada. C'était les années 60 à Hollywood. Et tout ce que vous avez entendu dire là-dessus est vrai. Quand je suis arrivée à Los Angeles, on a vécu dans le fameux château Marmont, qui est aujourd'hui connu pour les cuites et les overdoses de ses célébrités. Et c'était déjà le cas à l'époque. Ça n'a pas changé. C'était vraiment dingue. Un monde de paillettes où l'enfance n'a pas sa place et où, en silence, au sein même de son foyer, Allison va vivre un drame qui bouleversera sa vie. Mes parents et leurs amis étaient tous des hippies au milieu des gens du show business. On me laissait souvent seule à la maison. C'est là que mon grand frère a commencé à abuser de moi. Enfant, j'ai été physiquement, sexuellement et émotionnellement maltraitée. C'est quelque chose dont je n'avais jamais parlé, jusqu'à il y a quelques années. Se taire. Sous la menace de son frère, Allison n'osera rien avouer à ses parents. Mais elle les supplie de ne pas la laisser seule à la maison avec lui. Ne soupçonnant rien, ils n'écouteront pas leur fille. Allison ne se confiera plus jamais. Bien sûr que j'aurais pu en parler aux gens de La petite maison dans la prairie. Bien sûr que j'aurais pu en parler à Michael London. J'aurais pu en parler à n'importe lequel d'entre eux. Mais quand vous êtes une petite fille, vous ne réfléchissez pas de manière logique. Et quand on abuse de vous, ce n'est pas logique. Tout votre univers est bouleversé et illogique. Donc vous ne pensez pas de manière sensée à qui vous pourriez en parler. Seule, avec son terrible secret, c'est finalement la personne la plus improbable du monde qui lui viendra en aide. Nellie Olson. Ça paraît dingue, et à chaque fois que j'y pense, je me dis « Non, je peux pas dire ça, c'est trop ridicule ». Mais Nellie Olson m'a sauvé la vie. Ça paraît absurde, mais c'est vrai. Elle m'a permis de sortir de chez moi,
m'a fait gagner assez d'argent pour avoir mon propre appartement quand j'avais 17 ans, assez d'argent pour aller chez le psy. Mais surtout cet autre personnage, être quelqu'un d'autre, être quelqu'un qui n'avait peur de rien, quelqu'un que les autres craignaient, complètement à l'opposé de moi. C'était incroyable. Nellie, un échappatoire, un exutoire qui lui a permis de libérer sa colère, sa douleur. Petite fille timide qui soudain inspire crainte et respect. Allison se nourrit de son personnage pour se construire et prendre confiance en elle. À l'âge adulte, Allison choisit même d'aller plus loin. Montpellier, au lycée Joffre. Devant des adolescents de 15 ans, Allison Arngrim est venue parler de son combat contre la maltraitance d'enfants. Elle s'est engagée dans l'association Protect aux États-Unis et lutte pour faire changer des lois aberrantes qui protègent encore les auteurs d'inceste. Sensibiliser la jeunesse, une nouvelle mission pour Allison. Une façon pour elle de transformer son traumatisme en expérience pour aider les autres. D'utiliser son image publique pour une cause qui lui tient à cœur. Les gens n'ont pas très envie de parler de ce qu'il se passe vraiment avec la maltraitance d'enfants. C'est horrible. Et l'inceste, qui veut parler d'inceste? Et comment trouver quelqu'un qui accepte d'être interviewé à la télé pour parler d'inceste? Oh, mais c'est la femme qui jouait le rôle de Nellie Olson dans La Petite Maison dans la Prairie? Oui, oui. À quelle heure peut-elle être là? Je savais pas qu'elle était aussi engagée en fait dans les causes comme la maltraitance d'enfants. Et je trouve que c'est bien parce que la plupart des stars qui font ça, elles le font pour être médiatisées, ce genre de choses. Alors qu'elle, elle le fait parce que vraiment ça vient de son cœur. Agir, ne jamais se poser en victime. Lorsqu'elle publie son autobiographie en 2009, elle ne ressemble en rien au témoignage déchirant d'une petite fille violée. Au contraire, Allison y est drôle, joyeuse. Sa philosophie de vie, le rire comme exutoire. Vous avez le choix quand les choses vont mal dans votre vie. Si vous avez des problèmes, vous pouvez boire, vous droguer, devenir un criminel, devenir violent. Vous pouvez détester les gens, être malheureux et même vous suicider. Et les gens font ça tout le temps. Ce sont des réponses différentes à un traumatisme. Ou alors, vous pouvez rire. Choisissez. « 28 septembre 2012, dans la petite ville de Goderville, en Normandie. Je reste 2 coups de pied dès la dernière. Oh, c'était du boudoir. J'ai outré mal. Qu'est-ce que j'entends? Les filles. Vous vous rendez compte? 2 filles que je ne connaissais même pas. Elles m'haïssaient. La petite garce de la prairie a suivi son adage. Elle est aujourd'hui humoriste. Après plusieurs années de son one-woman show aux États-Unis, elle a choisi la France. Une nouvelle aventure qu'elle doit à un homme, Patrick Loubatière. Ce professeur de français, fan absolu de La Petite Maison dans la Prairie, écrit en 1998 un livre sur le succès de la série. Invité aux États-Unis par les producteurs, il rencontre pour la première fois Allison. Le début d'une grande amitié. C'est pas du tout l'une des actrices que j'avais envie de voir en premier. Certains, oui, il y en a vraiment, ce qu'ils aiment dans La Petite Maison, c'est la garce, c'est Nellie. Bon, moi, c'était pas mon cas. C'était vraiment, il y avait plein d'autres acteurs que j'avais envie de voir avant elle. Mais le jour où je l'ai rencontrée, c'est une femme tellement exceptionnelle que rapidement, il y a vraiment des liens qui se sont créés parce qu'elle est sans doute la personne la plus positive au monde. Patrick, étonnant personnage, sorte d'alter ego masculin d'Allison. C'est lui qui, peu de temps après leur rencontre, va avoir une idée folle, faire venir Allison et son spectacle en France. Le spectacle est né sur une plage de Malibu. Donc on était, vous voyez, pas du tout dans un contexte de travail. C'est en sortant de l'eau que, comme ça, je lui lance ça sur le ton du défi. Et si tu venais démarrer une carrière parallèle en France, on pourrait monter un spectacle tous les deux, totalement en dehors du show business, sans aucun producteur, agent, tourneur autour de nous. On serait juste entre nous et on irait finalement proposer cela à tous les gens qui ont grandi avec La Petite Maison de la Prairie, à qui ça ferait plaisir de rencontrer Nellie Olson d'une part et d'autre part d'entendre des anecdotes autour de la série, de revoir des vidéos, des moments les plus drôles. Il a pris mon spectacle américain et a dit « Ok, je le traduis en français ». Mais là, quand tu parles de cette star américaine, on ne sait pas qui c'est. Et il a commencé à changer des choses. Ça marche mieux en français. Cette partie, ça fonctionne bien comme ça, on garde.
Et il a véritablement créé. Il est complètement fou et brillant. Il a créé cette chose qui est un spectacle français. Vraiment un spectacle français. Mais c'est comme mon spectacle, en anglais. Mais non, c'est différent. Il l'a transformé. C'est un truc complètement dingue, mais voilà, elle a été assez dingue pour accepter en ce mot. Et voilà, on ne le regrette pas parce que depuis, on vit des années fantastiques. Un spectacle simple aux références claires. Patrick et Alison font mouche. Tout le monde me déteste, à part Jordi. Alison Argreen en France, l'histoire d'une rencontre entre une icône populaire et son public. Alison et Patrick ont décidé de ne jouer que dans de petites villes pour être au plus près de l'esprit de la série, au plus près des gens. À son arrivée à Goderville, Alison est reçue comme une vraie star et crée l'événement dans la région. Luc Foubert, le responsable local, n'en revient toujours pas. La proposition a emballé tout le monde. Tu crois qu'on peut l'avoir? Tu crois que c'est la vraie de vraie Nelly Olson qui va être là? Et voilà, le jeu est parti comme ça. C'est parti un peu comme une traînée de poudre. On a mis en vente les places qu'au mois d'août, début août. On est fin septembre, c'est plein. C'est du jamais vu pour nous ici. On est ravis, tout va bien. Le fait qu'une Américaine vienne à Goderville, bien entendu, ça donne ce petit piment supplémentaire. Et même les gens sont très surpris parce qu'ils nous disent mais pourquoi Goderville? Pourquoi elle va pas ailleurs? Voilà. Et c'est ça la magie. Ce soir encore, la magie de Nelly Olson va opérer. L'humour d'Alison, sa joie de vivre et son incroyable énergie résonnent dans le cœur des 450 personnes venues revivre un bonheur d'enfant. Alison Argreen, une femme bluffante, une rencontre bouleversante. Une femme qui balaie désespoir et abandon dans un grand éclat de rire et trouve encore la force d'aider les autres. Nelly Olson lui a donné le courage de vivre. Alison a choisi d'être heureuse. Nelly Olson, même si c'était la pire garce du monde, a fini par devenir ma meilleure amie. Elle m'a offert un toit au-dessus de la tête. Elle m'a sorti de chez moi. Aujourd'hui, elle m'emmène partout dans le monde. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a donné du courage quand j'avais peur. Elle a soulagé mes angoisses quand j'étais malheureuse. Et aujourd'hui, elle m'offre des amis dans tous les pays de la planète. Nous allons maintenant vous raconter le conte de fées que vit depuis plusieurs années maintenant la jeune chanteuse Priscilla. Elle ne s'attendait pas à connaître un tel succès quand elle a quitté sa ville de Nice pour devenir chanteuse à Paris. Elle avait que 13 ans à l'époque et pourtant tout s'est passé très très vite pour elle. Oui, à tel point qu'elle devient incontournable jusqu'à jouer dans des séries télé. Et vous allez voir, Priscilla est aujourd'hui une femme très épanouie. Les caméras de Saga l'ont retrouvée et c'est vrai, Clara, elle a bien grandi. Teste-moi, déteste-moi. Nice, septembre 2012. Sur les hauteurs du Mont Boron, une jeune fille chante. Elle s'appelle Priscilla et son destin est unique en France. Très jeune, elle se démarque des autres enfants. Mais surtout, regarde-moi. J'étais un peu le petit bébé, et un bébé avec quand même pas mal d'énergie. Une petite Lolita. Priscilla est également une exception chez les jeunes chanteurs. Car en France, l'histoire des enfants stars est une suite de destins brisés. Priscilla est la seule à avoir survécu. Elle est belle, elle a tout pour que ça marche, Priscilla en plus. Elle est bosseuse. Ça me paraît assez naturel finalement. Du talent à revendre et un défi de taille à relever. Pour la saga, ses proches ont accepté de nous raconter celle qui se cache derrière la fonceuse, la survivante. Ils ont révélé le quotidien de celle qui lutte pour se transformer en star à part entière.
Elle est restée quelqu'un qui, à mon avis, veut se défaire de ce côté enfant chanteuse. Pour moi, c'est une évidence que la petite Priscilla est devenue grande et elle va le faire savoir très vite, quoi. Un destin unique en son genre. L'histoire d'une femme à l'heure du choix. C'est la saga Priscilla. Mais Priscilla, c'était ça. Nice, septembre 2012. Nous avons rencontré Annie Betty, la mère de Priscilla, accompagnée de sa fille Séverine. Au bord de la Méditerranée, elle a accepté de livrer face caméra la saga de toute une famille. Elle se souvient de l'époque où leur vie était normale, quand le public de sa fille se résumait à ses proches et à ses amis. Elle n'était pas célèbre, mais déjà artiste. Bon, à l'école, ça allait pas mal, mais elle avait de bonnes notes, surtout en musique. Voilà, elle me disait, maman, j'ai une bonne note. Oui, mais en quoi? En musique. Voilà. Une chanteuse née, Priscilla passe son enfance en musique, à la maison, à l'école, partout. Un talent que personne ne remarque vraiment, jusqu'à ce jour de janvier 97, où tous vont prendre la mesure d'un potentiel énorme. À l'anniversaire, elle a voulu chanter et elle a chanté l'hymne à l'amour. Elle nous a sorti ce morceau-là avec déjà un vibrato dans sa voix et tout. J'ai dit, elle a vraiment ça dans la peau. Mais c'est pas possible qu'à 12 ans, 11 ans, on arrive à faire ça, quoi. Une révélation. Priscilla n'est qu'une enfant et sa vie va basculer. Le destin de toute une famille est en marche. Pour concrétiser le rêve de leur fille, ses parents l'inscrivent à un télécrochet qui se tourne sur Paris. Le programme s'appelle Drôle de petit champion et il est animé par deux présentateurs incontournables de l'époque, Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Aujourd'hui pour la saga, ce dernier a accepté de remonter le temps et se souvient du show du 23 février 2001. Parmi les jeunes candidats, une petite niçoise va faire ses premiers pas sous les projecteurs. Elle s'appelle Priscilla. Que chantes-tu, ma chère Priscilla? De la variété. De la variété. Oh, comme tu m'étonnes. Quel genre de variété? Par exemple quoi? Céline Dion, Lara Fabian, Top 50. Tout ce qui est au Top 50, tu connais? Oui. C'est pas ma faute à moi. C'était assez étonnant parce qu'on avait beaucoup d'enfants qui étaient talentueux, mais il n'y avait pas cette pêche, il n'y avait pas cette envie, il n'y avait pas ce personnage déjà incroyablement, pas construit, mais presque petite pro déjà. Moi je m'appelle Priscilla. Non seulement elle a chanté, mais elle est montée sur le petit camembert qui nous servait de mini-scène. Et tu voyais qu'il y avait vraiment une volonté de faire ce métier. Ce qui est assez rare chez les gosses, au-delà du rêve, avoir la volonté, l'énergie et la maîtrise du personnage déjà, c'est relativement rare. Et elle a mis le feu sur le prime. Une star est née sur le plateau ce soir-là. 11 ans plus tard, la saga a réuni ceux qui étaient à l'époque la candidate et le présentateur. Ils se souviennent ensemble du jour qui a fait entrer la petite fille dans la cour des enfants stars. Ça va? T'as grandi, t'as grandi. C'est cool de te revoir. Moi aussi, je suis contente. Et tu te souviens, toi, de cette séquence où t'étais arrivée? C'est ça qui m'arrive Tu te souviens de ton stress ou ton angoisse? Non? J'en avais pas. Bah ouais, ça se voyait. J'avais vraiment l'insouciance de l'âge. Passage de l'adolescence, tu vois que le truc. T'as vécu ça comment, toi? J'ai vécu ça, écoute, plutôt bien. J'étais bien entourée, hein, comme tu l'as dit. Maman qui était sans arrêt à mes côtés, qui faisait gaffe à mon bien-être, que je me couche tôt le soir. Quand je serai jeune, moi aussi. Quand je serai jeune, le premier single de Priscilla sort 7 mois à peine après la diffusion du programme. Son passage lui a ouvert les portes du show business. La jeune fille devient le phénomène Lolita made in France et vendra 2 millions d'albums en 6 ans, un record pour une chanteuse de son âge. C'est l'apogée. Une vie de star commence, faite de disques d'or, de tournées, d'interviews. Priscilla n'est qu'une enfant et pourtant, elle ne le sait pas encore, mais elle est au top de sa carrière. J'aime beaucoup Tina. Elle a vraiment du talent.
Un rôle sur mesure. L'enfant prodige, devenue adolescente, ira jusqu'à décrocher le premier rôle dans une série télévisée mettant en scène sa passion. Chante. Chanteuse, danseuse, actrice, rien n'arrête cette véritable performeuse à l'américaine. Oui, bon, j'ai compris. On a été nuls, c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes? Sébastien a juste adoré, t'étais formidable. Paris, 20e arrondissement, sur le plateau du tournage de la série. Thomas Morion faisait partie du casting. Pendant 3 ans, ils ont tourné ensemble. Il nous livre ses impressions sur celle qui incarnait la star du programme. Et comme tout le monde, il se demandait ce que valait Priscilla. Au début, ça a été un peu, on se regarde, on se juge, on sait pas, on se juge non, mais on s'observe beaucoup. Évidemment, je la connaissais. Je connaissais Priscilla par sa carrière, par certaines de ses chansons. Et vraiment, j'ai découvert une nana, une super bosseuse, fonceuse, motivée, motivante, talentueuse, jolie, évidemment, un peu folle, très drôle. Peut-être qu'on le soupçonne pas, mais elle est très très drôle. Elle est faite pour ça. Moi, je pense sincèrement qu'elle est faite pour ça. Elle est faite pour la scène, elle est faite pour la comédie. Et je pense qu'elle puise son énergie là-dedans, dans cette rage, dans cette envie. Retour à Nice. C'est chez elle que Priscilla nous reçoit pour nous faire partager son histoire. Elle a aujourd'hui 23 ans et c'est avec le regard d'une adulte qu'elle analyse cette enfance hyper médiatisée. Derrière les sourires apparents peuvent se cacher bien des larmes. Je pleurais, ça m'arrivait. J'avais quand même beaucoup de boulot. J'avais, voilà, toujours dans une très bonne ambiance, hein, mais c'était quand même un rythme compliqué entre Nice et Paris. On montait à peu près 3 fois par semaine sur Paris, avec l'école en même temps. Enfin, il fallait quand même tout gérer pour arriver à continuer dans le métier, parce que si j'étais moins bonne à l'école, il fallait stopper aussi, quoi. Ça m'a appris à rester aussi les pieds sur terre et à avoir une certaine force. Une enfance à 100 à l'heure. Entre ses 11 et ses 18 ans, elle va sortir 5 albums, donner des dizaines de concerts, d'interviews. Voyage après voyage, entre Paris et Nice, l'avion devient pour elle une seconde maison. Dans l'avion, et puis en même temps que je faisais mes devoirs, je regardais les hôtesses faire les consignes de sécurité que je connaissais par cœur. Hein. J'en ai même fait une fois un jour en même temps que l'hôtesse. Elle était pétée de rire parce qu'elle s'est dit mais celle-là, elle a pris combien de fois l'avion pour nous connaître absolument bien nos gestes. Donc voilà, c'était sympa aussi les devoirs en apesanteur. Une jeune fille qui apprend à grandir plus vite que les autres. En 2007, son album Casse comme du verre ne remporte pas le succès escompté et sa maison de disques lui tourne le dos. Un passage brutal dans la majorité, puisqu'à 18 ans, elle réalise que le monde de la musique n'est pas la grande famille qu'elle imaginait. Après avoir chanté, la demoiselle déchante. C'est des personnes qui ont travaillé avec moi pendant très longtemps, dans la période où il se passait plein de choses, des déplacements, des journalistes à aller voir, des télés à faire. Mais moi j'étais jeune, je voyais ça comme une deuxième famille, c'est des gens que j'appréciais énormément. Et non, finalement, voilà, il en est ressorti que c'est une maison de disques et il s'occupe des gens qui en ont besoin sur le moment. Abandonnée, Priscilla aurait pu disparaître comme d'autres avant elle, comme Jordi, comme Elsa. Pourtant, la jeune fille va utiliser l'échec comme un tremplin. Elle ira jusqu'à créer son propre label. Après avoir été l'enfant qui travaille, l'enfant qui exécute docilement les consignes, voici venu le temps de l'indépendance. C'est un défi à relever et c'est quelque chose que je n'ai jamais eu avant. Avant, c'était tu as les chansons, tu as les textes, tu chantes. Maintenant, c'est est-ce que ça te plaît comme début de chanson? Oui, non. C'est vraiment un réel échange et un réel partage et c'est ça dont j'ai besoin aujourd'hui et que je suis en train d'exécuter. Le plus dur reste à venir, mais Priscilla n'est pas seule. Depuis 11 ans, elle s'est constitué un réseau de fans sur lequel elle s'appuie aujourd'hui. Nous rencontrons Claire, fidèle parmi les fidèles, qui la suit depuis le début.
Si je suis fan de Priscilla depuis 11 ans encore aujourd'hui, c'est parce que depuis 11 ans, justement, elle arrive encore à me captiver à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui déborde de talent. On a envie de l'écouter, en fait, on a envie de savoir qui elle est, parce qu'en plus de l'artiste, c'est quelqu'un qui humainement vraiment est exceptionnel. Une implication sans faille. Pour Claire, Priscilla représente aujourd'hui bien plus qu'une idole. Depuis un an, elle a eu l'honneur d'être intronisée dans le cercle de son équipe et consacre aujourd'hui la majeure partie de son temps libre à travailler avec Priscilla, qu'elle surnomme Prissou comme tous ses intimes. Les gens me disent alors Priscilla, c'est vrai, elle est pareille comme à la télé. Oui, c'est la même. Elle est là pour les gens, elle est généreuse, elle a envie de donner. On a justement envie d'être là pour elle aussi parce que c'est un amour, quoi. Elle a organisé ce soir une tweetcam sur Internet, lors de laquelle Priscilla pourra communiquer par vidéo avec son public. Un moment privilégié. Mais une angoisse subsiste avant de se connecter. Combien seront au rendez-vous? On voit rien pour l'instant. Qu'est-ce qu'on attend? 500. Ah, t'es ouf. Ah, on est à 402. Ça va vite y arriver. 411. C'est ouf. 491. Bon, bah, on est parti bientôt, hein. Bon, vas-y, tu peux lancer. Salut! Oui, ça marche. Ok, ça marche. Allez, envoyez les questions. Les tweetcams de Lady Gaga réunissent plusieurs dizaines de milliers de participants. Priscilla, elle, sera suivie par 977 personnes au pic d'audience de la soirée. Alors déçue? Bien au contraire. Celle qui remplissait l'Olympia à une époque est ravie par ce chiffre, car il s'agit des irréductibles, des piliers, des espoirs. Avec eux, elle est en famille. Fais-nous un cœur pour une photo, s'il te plaît. Ok. Bon, vous tenez prêt? Ah, je suis pas très bien. Faites vite! J'ai les dents qui sèchent. Dès janvier, ça arrive, il n'y aura plus de on repousse ou quoi que ce soit. C'est vraiment officiel. Et en tout cas, merci d'avoir patienté. J'essaye comme je peux de vous donner des photos, des choses nouvelles pour que vous puissiez rester et croire encore surtout en l'évolution du projet, quoi. Donc voilà, merci. Proche, naturelle, elle se dévoile. Et pour cause, elle se livre au tournant de sa vie. Place Masséna, au cœur de Nice. Nous voici dans le studio du photographe des stars, Yann Foran. C'est joli ça. Regarde, attends. Tac, tac, tac. Ouais, même là, parfait. Tac, voilà, tu vois, je t'ai fait. Regarde, même là, c'est bien là. Bon, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, tu vois. Non, c'est clac, 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 clac. Parfait. Fini les couettes et les salopettes de l'enfance. Place à une robe bustier et un brushing impeccable. Dénudée l'année dernière dans le magazine Entrevue, aujourd'hui Priscilla prend des poses lascives pour illustrer sa nouvelle identité. Glamour, charmeuse, sensuelle, Priscilla n'est plus une gamine. Avec elle, ce que je recherche à réaliser avec elle en photographie, c'est plus une image qui la représente elle, telle qu'elle est, sa fraîcheur. Je veux la montrer telle qu'elle est. Telle qu'elle a envie d'être, et telle qu'elle a envie de se montrer aussi à son public, à ses fans. Paris, au sein du mythique studio d'Avou, nous retrouvons Mathieu Johan. Après son expérience à la Starac, il travaille aujourd'hui avec de nombreux artistes. Il a pu observer Priscilla in vivo, parmi les gens du métier. Quand Prissou est venue au studio, c'est bizarre, je crois, pour elle, parce que tout le monde sait qui elle est. Tout le monde la reconnaît, évidemment, tous les gens du métier. Quand vous baladez avec elle dans la rue, Priscilla, les gens lui disent tiens, putain, c'est Priscilla, quoi. Je crois qu'elle fait encore ce complexe parce qu'elle n'a pas fait de choses récemment, d'être dans cette cour des grands. Paradoxalement, c'est aujourd'hui que plus que jamais, elle a besoin d'un guide. Et celui qui va la prendre sous son aile n'est autre que la Rolls-Royce des auteurs. Ce mentor, c'est Benjamin Biolay. Moi, je suis content qu'un mec comme Biolay accepte de bosser avec elle. Parce qu'on en est là aujourd'hui. Biolay, il bosse avec le gratin de la chanson un peu. Et que Priscilla ait accès à Benjamin Biolay. Elle a tout pour que ça marche, Priscilla, en plus. Et le fait que Biolay et ces gens-là lui ouvrent leurs portes, c'est bon signe pour le futur. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne forcément. Par contre, ça veut dire qu'au moins, en ce qui concerne le métier, c'est gagné. Et je suis ravi pour elle.
Un destin hors du commun pour une jeune femme hors du commun. Elle a tout pour réussir aujourd'hui. Le talent, la volonté, un entourage attentionné, mais surtout désormais une plume dont le talent est reconnu par tous. Benjamin Biolay, une véritable caution pour Priscilla. C'est clair qu'elle va être tirée vers un autre type de variété française. C'est bien qu'elle ait réussi à convaincre des gens comme ça, de ce niveau-là, de ce calibre-là, à s'intéresser à elle et à collaborer avec elle, bien sûr. Elle a commencé à me parler de ses propres projets. Pour moi, c'est une évidence. Elle va revenir et fort. Revenir, oui, mais métamorphoser. Car le rêve ultime de Priscilla, celui vers lequel sont tournés tous ses efforts, est à portée de main. S'échapper du monde des enfants pour enfin accéder à celui des adultes. Ça a toujours été pour moi aussi un challenge de pouvoir attirer des nouvelles oreilles, pas de l'âge d'avant, plutôt des jeunes entre 20, 30 et plus si c'est possible. Ça serait une très grande fierté. Et toi, tu penses qu'il va cartonner ton album? Moi, je suis persuadée qu'il va cartonner. Du moins, ce sera moi. Voilà, c'est la fin de cette saga consacrée aux enfants stars. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, rendez-vous très très vite pour d'autres histoires incroyables. Clara, nous serons là. C'est promis. Salut.